Nous sommes au nord du Rwanda le 4 juillet 2015. 21 ans plus tôt, les Inkothanis s'emparaient de la capitale Kigali et mettaient fin au dernier génocide du XXe siècle, celui des Tutsis du Rwanda. Inkothanis est le nom donné au Front patriotique rwandais, mouvement politico-militaire fondé en 1987. À sa tête, un des chefs d'État les plus secrets, contrastés et polémiques de son époque, la nôtre, Paul Kagame. Il m'a fallu 2 années pour le rencontrer. 2 années sur les traces d'une histoire aux plaies béantes. biri mu muco wacu, biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ntabwo dukeneye uturandata, ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro. Turayizi, tuzayishakira, twarabiharaniye, twarabipfiriye. Nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzanaho agasuzuguro. En 100 jours, entre avril et juillet 1994, le Rwanda avait inventé la plus efficace machine de mort de l'histoire de l'humanité. 1 million de Tutsis exterminés par les extrémistes Hutus, avec le soutien actif de la population. Paul Kagame et les Inkothanis sont au cœur de cette histoire complexe, d'une violence inégalée et qui ne mérite aucun raccourci. Et c'est à hauteur d'homme, par leur voix, que je voulais parcourir cette aventure démesurée, la leur. Au cours de l'histoire, les différents rois et royaumes avaient des armées. Il n'y a aucune trace, nulle part, de Rwandais tuant d'autres Rwandais comme ça. Ce vieux truc à propos des Hutus et des Tutsis, ils faisaient tous partie de l'armée du roi. Et beaucoup de Hutus étaient chefs ou commandants. Inkothanis était une des armées de l'époque. Commençons par les années 50. À la limite des zones d'influence anglophones et francophones d'Afrique, voisin des riches terres du Congo, le Rwanda est l'un des plus petits pays du continent. Il est aussi le plus densément peuplé. Le pays aux 1000 collines ne produit guère que du café et vit bien malgré lui sous domination coloniale belge. 3 groupes sociaux y partagent la même langue, le même Dieu et la même terre. Les cultivateurs Hutus, majoritaires, les éleveurs Tutsis et les Tois. Dès leur appropriation du pays, les Belges favorisent une élite Tutsi pour asseoir leur autorité. Mais dans le contexte des luttes d'indépendance des années 50, ces mêmes élites Tutsi revendiquent désormais la fin de la tutelle coloniale. Les Belges s'alarment et, appuyés par le Vatican et l'Ordre des Pères Blancs, organisent l'émergence politique des Hutus sur un principe de revanche sociale. Les conséquences sont immédiates et tragiques. Dès 1959, des violences éclatent contre la minorité Tutsi, prenant le nom de révolution sociale. Sur fond de pogrom, une indépendance en trompe-l'œil est signée en 1962 par un jeune président Hutu du Sud, Grégoire Kayibanda. Au final, 20 000 Tutsis sont assassinés et 150 000 s'exilent dans les pays alentours.
Certains sont allés au Burundi, d'autres au Congo, en Ouganda, en Tanzanie. Ma famille est allée en Ouganda. C'est là que nous sommes restés, réfugiés pendant une vingtaine d'années. J'ai grandi dans un camp de réfugiés. Ces camps étaient déplacés d'un endroit à un autre en Ouganda. Quand je suis arrivé dans le camp de réfugiés, il y avait des militants qui combattaient le gouvernement du Rwanda. Ils étaient plus âgés que moi. On écoutait leurs histoires. On les considérait comme des héros. De temps à autre, ils attaquaient le Rwanda depuis le Congo, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. C'étaient les histoires des combattants qu'on appelait Inyenzi. Ces terroristes se trouvent à l'extérieur du pays et ils agissent par raids de 10, 20, 40 hommes qui entrent dans le pays nuitamment. Quelles sont leurs possibilités? Je crois qu'il leur sera absolument impossible de renverser le régime. Vous êtes Tutsi? Si, je le suis. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Moi, peut-être un prisonnier ou un mort comme ça. Vous n'avez pas peur de mourir? Tout le monde meurt. Puis ils ont perdu le moral, leur énergie. Ils se querellaient entre eux. Ils n'étaient même pas capables de formuler une cause commune pour laquelle se battre. Que faut-il penser, selon vous, des Inyenzi, des terroristes Tutsis? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. Grégoire Kayibanda se maintient à peine plus de 10 ans au pouvoir. Un pouvoir caractérisé par la mise au ban d'une partie des Tutsis restés au pays, massivement déplacés dans les marais insalubres du Bugesera, en compagnie des moustiques et des mouches tsetse. Le sort de la minorité Tutsi rwandaise n'est guère plus enviable lorsque Juvenal Habyarimana, Hutu du Nord, renverse Grégoire Kayibanda et prend le pouvoir en 1973. Si les massacres cessent, la discrimination, elle, se perpétue. Après l'échec des Inyenzi, la lutte des Tutsis rwandais se réorganise dans l'exil, et particulièrement en Ouganda, où vivent une majorité de ces exilés. La lutte est d'abord culturelle. Elle devient ensuite politique, puis militaire, et grandit à l'aube des années 80, dans la rébellion d'un jeune révolutionnaire panafricaniste ougandais, Yoweri Museveni. The National Resistance Movement is a nationalist organization. It is a nationalist in the sense that it is fighting for the aims of the whole country and not for aims of a section of the country. Ils sont venus d'eux-mêmes, car nous recrutions un recrutement ouvert. Et il n'est pas facile de savoir qui est rwandais, qui est ougandais. Nous sommes le même peuple. Si des jeunes rejoignent votre armée, vous ne pouvez pas savoir s'ils sont rwandais ou pas. Ils appartenaient à la diaspora Tutsi. Les Tutsis rwandais composent un tiers de cette rébellion et sont guidés par une figure charismatique parmi les premiers compagnons d'armes de Museveni, Fred Rwigema. Dans son sillage, un autre exilé Tutsi, jeune stratège discret mais redoutablement efficace, se démarque, Paul Kagame. Yoweri Museveni sait être reconnaissant quand il prend le pouvoir en Ouganda en février 1986. Fred Rwigema devient vice-ministre de la Défense, Paul Kagame chef adjoint du renseignement. L'histoire peut être cruelle. Dans les tribunes, le président rwandais Juvenal Habyarimana pense assister à l'émergence d'un allié régional. Se doute-t-il alors qu'il regarde défiler ceux qui provoqueront sa chute quelques années plus tard? En 1986, la plupart d'entre nous avaient déjà participé à la lutte armée en Ouganda et y avaient acquis des compétences. On y a beaucoup appris. On se développait
et gagner en maturité, idéologiquement et politiquement. Nous avons essayé de rassembler tout le monde. C'est de là que vient le nom Front patriotique rwandais. Le FPR Inkotani se forme en décembre 1987, porté par une majorité d'exilés Tutsis et quelques opposants Hutus, comme Alexis Kanyerengwe, futur président de la branche politique. Le mouvement politico-militaire se met en place dans la plus parfaite clandestinité. Fred Rugema prend la tête du mouvement, avec un but, le retour des exilés. Le FPR Inkotani prépare donc la guerre. Les années 1988 et 89 sont marquées par de vives tensions en Ouganda. La présence massive des exilés Tutsis est de plus en plus mal perçue dans l'armée et chez une partie de la population. Well, though they've been, given hospitality for the last 30 years, Rwandese in Uganda have been treated as, they came over as workers and, they've always been looked down on. So they've been disgruntled people. So that's why they should really go. Sous la pression, Yoweri Museveni réagit et décide du recensement des exilés Tutsis présents en Ouganda. Fred Rugema comprend parfaitement le message. Les exilés Tutsis sont désormais menacés. L'heure est venue, après 30 ans d'exil, de déclencher le retour au pays. Je n'arrêtais pas de dire à Rwigema, « Écoute, on s'est battu ici en Ouganda et on a gagné. Mais on s'est battu car on avait le soutien de la population. Au Rwanda, continuez votre combat politique. Je vous aiderai, car je ne veux pas que vous soyez battus et que vous reveniez ici. » Au sein de la NRA, beaucoup de Rwandais étaient d'avis que nous devions attaquer le Rwanda. Ça s'est décidé très vite. On a fait route jusqu'à la frontière, comme soldats ougandais, uniformes, armes, etc. Après avoir franchi la frontière, nous avons retiré nos insignes militaires, nos grades, tout en gardant nos uniformes. L'attaque sur la frontière le 1er octobre a été très aisée. Les troupes d'Abiyarimana ont pris la fuite. Au matin, avant de quitter Kagitumba, on a été surpris de voir que l'ennemi nous tirait dessus avec son artillerie. Notre chef, le général-major Fred Rugema, a pris la tête. Et 1 minute plus tard, alors qu'il était debout, sur une colline exposée, à découvert, juste devant l'ennemi, l'ennemi a tiré au hasard. Et il a été touché au front. Et il est tombé. C'était la fin. Fred Rugema a-t-il été tué sur le champ de bataille, comme l'affirme la version officielle, ou plutôt lors d'une dispute avec ses officiers subalternes, comme certains le répandent alors? Une chose est sûre, les Inkotani n'ont plus de leadership sur le front. La mort de Fred Rugema reste secrète. En interne, les Inkotani ne doivent pas être découragés. Face à l'ennemi, il s'agit de ne pas avouer sa faiblesse. Vous savez que parmi eux, il y en avait qui avaient fait la guerre de libération de l'Ouganda. Vous savez qu'ils étaient aguerris dans le sens de la guerre conventionnelle de la guérilla. Lors de l'attaque du 1er octobre 1990, eh bien, à la réception du message, nous avions peur, ça c'est sûr, avec moi et mes camarades, de la génération, comme vous le dites, parce que nous n'avions pas fait la guerre.
Je vous ai dit que nous avons été attaqués et que les assaillants, après leurs opérations d'attaque, se faufilaient dans la population. Ils en ont profité pour attaquer la capitale. Et le lendemain, nous avons décidé d'opérer une rafle tout autour de Kigali. 10 000 Tutsis sont raflés à Kigali. Habyarimana fait aussi appel à ses amis, le Zaïre de Mobutu, mais surtout la France. Le lien entre les présidents français et rwandais date du début des années 80 et sont étroits. Dans la meilleure tradition de la France-Afrique, il n'est pas question pour François Mitterrand de lâcher son principal allié en Afrique de l'Est. J'étais dans le bureau de Jean-Christophe Mitterrand le 5 octobre. Le téléphone a sonné et j'ai rapidement compris que c'était Habyarimana qui l'avait au téléphone, qui l'appelait. La conversation dure 4-5 minutes. Il raccroche le téléphone et puis il me dit « Oh là 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 là, ça y est, bon, ça a pété à Kigali, les rebelles ont atteint Kigali », ce qui était faux, mais c'est ce qu'Habyarimana lui avait dit évidemment, et lui semblait le croire. Et il me dit « Bof, on va lui envoyer quelques bidasses au petit père Habyarimana ». Il dit « Dans 3 mois, personne n'en parlera plus ». Il est bien évident que c'était une vue un peu rapide de la situation. Nos forces ont été complètement anéanties. On a donc dû changer de tactique. On est revenu à la guérilla avec des unités mobiles. Ça permet de causer des pertes, mais aussi de survivre. Paul Kagame, en formation aux États-Unis, revient en urgence et prend la tête des Inkotani démoralisés et décide d'une stratégie déterminante, quitter les plaines où ses hommes sont trop visibles pour les canons ennemis pour s'enfoncer dans les montagnes volcaniques à partir desquelles il peut réorganiser sa guérilla. Cet échec a été une cruelle leçon. Voyez où nous en sommes. Nous en sommes là à cause de l'indiscipline. Donc nous avons dit, faisons un choix. Soit nous sommes disciplinés et agissons efficacement et au bon moment, soit nous périssons. Je pense qu'aucun de nous ne veut faire le choix de périr. Donc on a commencé à être attentif à tout, à commencer par nos vies. Tant de gens ont été tués à cause de l'indiscipline. Kagame déployait l'APR dans des opérations, forçant Habyarimana à déployer les siennes. Les forces d'Habyarimana avaient perdu l'initiative et ne faisaient que répondre à nos mouvements. Les Français sont entrés sur le territoire pour les aider. J'ai entendu les Français se plaindre. Je ne me souviens plus très bien du français, mais nous écoutions les radios des Français et des phares. Je les ai entendus dire « Les phares sont très très faibles ». Ils les injuriaient. Bien sûr, la France, je veux dire le gouvernement. Quand je parle de la France, je ne parle pas des gens. Je veux dire le gouvernement et les institutions qui la représentent, pas le peuple français. Ils étaient avec Habyarimana, avec son gouvernement. Ils utilisaient leurs armes, des mortiers de 105 et de 120 mm.
Les armes françaises font beaucoup de victimes parmi les Inkotani, qui s'en souviendront longtemps. L'année 1992 est rythmée par une alternance de combats et de cessez-le-feu. 2 ans après le début de la guerre civile, ce sont des villes désertées par des populations terrorisées dont s'emparent les Inkotani. Paul Kagame et ses hommes s'établissent dans une usine à thé à Mulindi, qui a l'avantage de surplomber les collines du nord du Rwanda. Tandis que les Inkotani progressent militairement, des civils Tutsis, appelés Inyenzi, les cafards, en écho aux années 60, commencent à être massacrés par les milices du président Habyarimana, dont les proches appellent à des meurtres massifs et systématiques. Le 8 février 1993 aurait pu changer la face de l'histoire. Les Inkotani décident, en réponse au premier massacre, une attaque d'envergure qui les mène jusqu'aux portes de Kigali. Seule la pression diplomatique sauve Habyarimana. Les leaders de la région disaient « Non, vous devez arrêter et négocier ». Les Français disaient « Vous devez arrêter et négocier ». Les Américains disaient « Vous devez négocier ». Les Belges disaient « Vous devez négocier ». On a dit « Ok ». Paul Kagame ne prend pas le risque d'une victoire militaire trop hâtive. Mais il vient de montrer aux yeux de la communauté internationale son incontestable supériorité militaire. Censé contrer l'escalade de la violence, un jeu de dupes se met en place à Arusha, en Tanzanie. Négociation pour une paix dont personne ne veut. Habyarimana est paralysé. D'un côté, une partie de l'armée, derrière son directeur de cabinet, le colonel Théoneste Bagosora, refuse de négocier avec le FPR. De l'autre, l'Akazu, clan familial mafieux et affairiste dirigé par sa femme, tient le pays en otage. On est venu ici pour négocier les derniers détails de la mise en place du gouvernement de transition. Bagosora ne voulait pas que les choses changent. Rien. Ce qui s'est passé est une agression par des étrangers. C'est comme ça qu'ils nous appelaient. Et qui aurait dû être stoppé militairement. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils sont venus négocier. Parce qu'ils perdaient la guerre, c'est tout. Quand il est sorti, furieux des négociations d'Arusha, c'est là qu'il nous a dit qu'il allait provoquer l'apocalypse. La victoire diplomatique en faveur des Inkotani est écrasante, bien trop écrasante. Les Inkotani obtiennent 50% des officiers et 40% des hommes de rang dans la nouvelle armée à constituer, et 4 ministres dans le futur gouvernement d'union nationale. « 600 soldats d'élite Inkotani rejoignent le Parlement au cœur de Kigali pour protéger leur cadre politique. Paul Kagame reste, lui, dans son quartier général de Mulindi. Contre toute attente, sur les 80 km de route qui relient Mulindi à Kigali, des milliers de personnes applaudissent les troupes Inkotani. 4 mois plus tard, la plupart d'entre elles seront mortes.
C'était tout simplement la mise en place des institutions de transition. Et Habyarimana reporte de date en date. Il ne veut pas les mettre en place, ces institutions de transition. Ce que ne montrent pas les images de l'époque, c'est la solitude du président Habyarimana, président sans pouvoir à qui tout le monde tourne le dos. La politique a horreur du vide, et c'est dans ces vides que les monstres apparaissent. Et à l'aube de 1994, les monstres sont nommables. L'Akazu, belle famille d'Habyarimana, et les officiers hutus extrémistes de l'armée ne cessent de se radicaliser. Depuis près d'1 an, les Interamwe, milices d'Habyarimana, s'entraînent à la vue de tous. 500 000 machettes sont commandées à la Chine par le colonel Bagosora. Des armes sont distribuées à la population hutu. Et le bras armé se nourrit de propagande. Le journal Kangoura, mais surtout la RTLM, aux radios 1000 collines, appellent au sang. Le président Habyarimana lui-même est menacé s'il applique les accords. Au départ, on écoutait la RTLM de cette colline-ci et on rigolait à mort parce qu'on se disait ce que ces gens-là sont en train de dire est quasi impossible. Et ils le disaient d'une manière tellement bien tournée qu'on était obligé quelque part de les admirer. C'était de vrais professionnels et ils passaient des messages très fins. Et ce n'est qu'au début du génocide qu'on s'est dit « Oh mon Dieu, c'était donc ça cette radio ». Au sud de Kigali, dans le Bugesera où vivent de nombreux Tutsis, les Interamwe chauffés à blanc massacrent des familles entières. Répétition générale pour une machine génocidaire qui continue à se mettre en place. Ces massacres ont fait reculer un peu la confiance qui commençait à se construire, à se constituer entre les Rwandais et les Rwandais du Front patriotique rwandais. Tous les matins, on voit des Interamwe dans des pick-up qui passent près de notre... On était au CND à ce moment, aujourd'hui au Parlement. Des Interamwe qui passent à tout moment en train de crier « Nous vous tuerons ». En train de crier « Nous vous tuerons ». Le 6 avril 1994, Juvenal Habyarimana part à Dar es Salaam pour ratifier les accords de paix qui excluent de facto les extrémistes hutus du pouvoir. Je suis parti et j'ai retrouvé Habyarimana et le président du Burundi à l'aéroport de Dar es Salaam. Ils ont décollé avant moi. Il était environ 19h. Il commençait à faire noir. Et je me suis dit, pourquoi le président voyage-t-il de nuit dans une telle situation ? Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du chef de l'État, son Excellence le général-major Habyarimana Juvenal, survenu ce 6 avril 1994 vers 20h30 à Kanombe, l'appareil qui le ramenait de Dar es Salaam ayant été descendu par des éléments non identifiés et dans des circonstances non encore élucidées. Qui a abattu l'avion d'Habyarimana ? Tous y avaient intérêt. Les extrémistes hutus de l'Akazu de se débarrasser d'un chef devenu trop faible et qui venait de signer leur arrêt de mort politique. Paul Kagame en chef de guerre, abattant un ennemi qui semblait ne jamais vouloir appliquer les accords. Mais ce que n'importe quel témoin aurait pu trouver remarquable est que dans un pays aussi chaotique que pouvait l'être le Rwanda d'avril 1994, toute la capitale se trouve parfaitement quadrillée et les barrages montés quelques minutes après l'attentat par la garde présidentielle d'Habyarimana.
Les militaires de la garde présidentielle, ils avaient encerclé les lieux. C'était eux les maîtres de ce lieu. Donc, comme gendarmes, nous n'avons pas pu accéder à l'endroit. La Minoire n'a pas accédé, alors qu'on y avait droit d'après la loi. La garde présidentielle était là. Les militaires qui avaient les armes antiaériennes, ils étaient encore sur le terrain. L'orientation de l'enquête est facile. L'orientation de l'enquête est visible. Quand on disait que ce sont les Belges, ce sont les Ingotagnis qui ont abattu la vie, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À Mulindi, dans les minutes qui suivent, James Kabarebe est informé par ses hommes, basés au Parlement à Kigali, et par la radio Mille Collines. Il prévient aussitôt Paul Kagame. C'était la nuit. On regardait le football. Le message est arrivé, envoyé par nos hommes qui étaient au Parlement. Des gens avaient commencé à fuir et arrivaient au Parlement. Ça a été si rapide. Dès que l'avion d'Abiyarimana a été abattu. Il ne s'est pas passé 5 minutes que déjà des choses se produisaient. Dès le lendemain matin, des Hutus modérés sont assassinés, dont la première ministre Agathe Ulinwimania. Les 10 soldats belges chargés de sa protection sont lynchés à mort. Pour le moment, donc, il ne voulait pas que les militaires quittent la maison avec la famille, et pour le moment, il demande aux militaires belges de quitter la maison sans la famille. La garde présidentielle est sur le bord de l'Ingonga et demande à la section de déposer les armes. Nous sommes massacrés. Le message des extrémistes Hutus à l'ONU est clair. Au barrage, hommes, femmes, enfants de tout âge, portant la mention Tutsi sur leur carte d'identité, sont mutilés puis exécutés, dans les conditions les plus atroces. Vous voyez que c'était l'armée et la garde présidentielle couraient un peu partout en train de tuer. Donc je suis resté là, en train de récupérer les réfugiés, les mettre là-bas, en travaillant avec les militaires pour qu'ils cherchent la nourriture pour ces réfugiés qui étaient à l'intérieur. Aussi à soigner les victimes. Et ceux qui venaient, ils avaient été coupés ou autre chose, ou bien des militaires qui étaient blessés aussi. Encore, j'ai téléphoné à Bagosora. J'ai dit, non, si vous continuez comme ça, on ne va pas s'arrêter. À ce moment, ils ont coupé notre téléphone et on n'a pas été en contact avec eux. Bagosora était fort dans ce sens qu'il avait la mainmise comme directeur de cabinet. Il avait la mainmise sur le bataillon paracommando, la garde présidentielle. Il y avait les officiers qui étaient pour que le colonel Bagosora prenne le pouvoir. On dirait qu'ils avaient préparé. L'autre camp était contre. Le 8 avril, dans les locaux d'une ambassade de France en déroute, se forme le gouvernement génocidaire, sous la direction d'un ultra jusqu'ici peu connu, Jean Kambanda. tuzatsinda inkotanyi mumenye ko nta na hamwe tuzi ku isi abaturage bamaze kumva yuko umwanzi uwo ari we ari mutoya ari mukeya ngo abatsinde. J'ai immédiatement compris que nos troupes étaient en danger et que nos responsables étaient en danger. Ils allaient être attaqués et ils étaient en nombre limité. Donc je me suis dit qu'il fallait amener du renfort.
Mais je n'allais plus suivre les règles. Je n'allais pas demander l'autorisation à l'ONU, car ce qui se passait ne suivait plus aucune règle. La stratégie envers Kigali était concentrée sur une mission de sauvetage. Affronter les ex-FAR dans leur camp et les y enfermer, pour les empêcher de sortir et de tuer des gens, et ouvrir des couloirs pour évacuer les survivants. Depuis 3 jours, il y a déjà des cadavres là-dedans. Il y a énormément de blessés. Il y a 300 victimes. La communauté internationale s'organise méticuleusement pour sauver ses ressortissants. La place est libre pour ce qui allait devenir le plus efficace massacre de masse de l'histoire de l'humanité. Les Blancs seuls sont évacués. Une fois partis, les civils Tutsis restent seuls face aux machettes. Un blanc-seing à la barbarie que n'auraient même pas espéré les tueurs, filmé ici dans les seules images existantes d'un génocide en cours. On savait que si on partait, ces gens seraient tués. Et donc, il y a absence d'assistance à personne en danger. À un moment donné, on est dans des situations où il faut désobéir. Alors on peut a posteriori établir des scénarios en disant que les 5000 personnes de Kichukiro à Leto, on aurait pu les prendre, on était juste derrière l'aéroport. Il y avait une vallée à passer, on était à l'aéroport, les prendre, les amener sur l'aéroport et là faire une zone qu'on défend et dans laquelle ces gens sont protégés. Mais ça n'a pas été le cas, on a abandonné, on a fui. Je suis allé à New York, plaider au Conseil de sécurité pour qu'il accepte l'idée que le gouvernement du Rwanda était en train de commettre un génocide. C'était difficile. C'est Boutros Ghali qui était secrétaire général à l'époque. On s'est rencontrés, on a parlé, et il m'a dit « Ok, allez voir Kofi Annan ». Kofi Annan n'avait rien à dire. Il disait « Le rapport indique que les choses ont dérapé ». Puis le Conseil de sécurité a dit « Retirons nos troupes ». Madeleine a écrit à ce propos. Ils avaient pour instruction de ne pas utiliser le terme « génocide ». La raison qu'elle a donnée était que si ce mot était utilisé, les USA auraient dû envoyer des troupes. Un jour, j'ai enregistré 1h30 de conversation. Le maire de Gicumbi qui téléphonait à Renzaho, le préfet, en lui disant « Les Incontagnis, le FPR est en train de... C'est dans la colline suivante, s'il vous plaît, faites vite parce que là, il faut venir nous secourir, nous évacuer. » Puis l'autre lui disait « Ouais, écoute, et puis converser. » Puis ça, c'était la mauvaise nouvelle, le fait qu'ils étaient sur l'autre colline. Et puis la bonne nouvelle, c'est « Ah oui, comment ça va de votre côté ?» Et voilà, ici on est en train de faire du boulot. La question tout de suite, je crois qu'on vient de la terminer pour 100 ans. Nous étions débordés. Nous nous battions contre les militaires et contre les milices pour essayer de stopper les crimes contre les civils et en sauver autant que possible. Nous étions débordés. Ils étaient 50 fois plus nombreux. Les troupes du FPR qui combattaient n'étaient pas tellement nombreux. Alors comment peut-on envoyer 12 500 hommes dans un pays grand comme la Belgique, où on tue partout, en même temps, et tout arrêter? Il n'y a aucune armée au monde qui aurait pu le faire, et où il aurait fallu 300 000 types. Alors quand je suis arrivé à peu près à
4-5 km d'ici. Il y avait juste un petit campement de militaires du FPR, de soldats du FPR. Alors je leur ai demandé où ça se passait. Ils m'ont dit, écoute, on va te conduire. Et l'expression du soldat d'ailleurs, c'était assez curieux. Il m'a dit, écoute, nous, quand on a vu ça, dis-moi, quand je suis arrivé à Agnello-Bouillet, que j'ai vu le cadre, j'ai vu le nombre de cadavres, il dit, j'ai vraiment senti mon cerveau qui fondait. C'était l'expression qu'il a utilisée. J'ai perdu la tête, quoi. Devant l'église, à peu près une vingtaine de mètres, la première chose que j'ai vue, c'est le corps d'un enfant qui devait avoir à peu près 2 ans, je sais pas, et 2-3 cadavres qui traînaient ici. Il y avait un Christ. Ils l'ont abattu littéralement, façon de parler, mais il n'avait plus de tête, il avait été décapité à la mitraillette. J'ai posé la question au militaire et il m'a dit que c'était parce que le Christ ressemblait à un Tutsi. J'ai parcouru tous les bâtiments. À la limite, il n'y avait aucun bâtiment où il n'y avait pas de cadavres. Partout où on rentrait, ce n'était que des cadavres. Et ici, en la cour aussi, on avait ici, enfin partout, quoi. C'était 35 000 morts. Dans une mission comme ça, il y en a dans tous les coins. ubundi barahageze igitero kije batangiye kwica bamwe nyine bakamamagira birukanka bavamo rero amamagira ariruka abavuyemo barabishe barabafashe bakabica nangwa benshi babiciraga ku mazi abarokotse ni bakeya cyane twaharokokeye turi benshi twaba turi nka bane mubara ahangaha murashe aha hengukiye asanga umwana we yapfuye kuko nanjye bagiye bazi ko napfuye kuko kandi koko nari napfuye bari bakoresha uyu bari umutima gushya wakanguse wavuye ahangaha intore rimwe zari zahagiye urabona hano bahateye amasaha agiye umunsi bateraga byari mu masaha ya 9:00 ubwo abantu ntabwo babishe ngo babarangize bumva bwari bwije hari abahateye bari benshi ariko n'abahungiye natwe twari benshi baraje baratwica uwo munsi 11:00 yarageraga bagataha none bamaze gutaha agiye ubwanjye nari kurenge hariya hari toilette niyo mwazibonye nizo ni kurenge mu ngenda nkambakamba ubwo nanjye imvura iguye migeze nimugora nuko kujya muri toilette niyo mvura yabaye nk'impembura hariya nyagiye numva ndarema akantu kakenge ngihaguruka biranga kuko nari mfite inkovu hano cyane ngeze kwa muganga niyo bambwiye ngo ni grenade banteyeho kuko nabonaga ari ikintu nanjye nkabura nk'ikintu cyantema na hano amaraso hano yari yankumye mu maso ntanabona na hano mu mutwe. Le premier jour, Hutus comme Tutsis étaient réunis sur la place du marché. Quand les milices interamouées sont arrivées, les villageois, pensant à de simples bandits, ont d'abord résisté, en vain. Hutus comme Tutsis ont d'abord été dénudés et allongés au sol sous le soleil. Il était 11h du matin, ce 15 avril 1994, et ça brûle le soleil au Rwanda à 11h du matin. À 15h, les interamoués demandent aux Hutus de se lever et leur mettent des machettes et des houes dans la main. Les Tutsis restèrent allongés pour toujours. Aux alentours, c'est l'effroi. Tous les Tutsis, ou presque, se réfugient dans l'église et au couvent, pensant qu'ils seraient protégés. Il n'en était rien. Peu ont réussi à fuir, comme ce vieil homme qui, la poitrine transpercée par une lance, parcourut 25 km à pied pour rejoindre la Tanzanie. C'était le génocide le plus cruel. Tous les génocides sont cruels. Mais imaginez-vous qu'il y avait des gens qui payaient l'argent pour pouvoir être tués avec un fusil. Parce qu'ils coupaient le bras, ils coupaient ça, ils coupaient la tête jusqu'ici, ils vous laissaient là-bas, ils mettaient à l'intérieur, ils mettaient les enfants contre les murs, tous les machins possibles. On a compté jusqu'à 56 méthodes qu'ils ont employées. Denis Polissi, au fur et à mesure de l'avancée des Inkotani, venait réorganiser des bribes d'administration. J'arrive ici, la première chose qui vous frapper en arrivant ici, c'était la puanteur. Ça puait.
J'essaie de m'approcher. J'entre. On avait des traces de sang sur les murs. C'était vraiment bouleversant. « 50 000 Tutsis ont été massacrés à Nyamata. Entre Nyarubouye et Nyamata, c'est déjà un 8e du génocide qui vient de se perpétrer. Début mai, les 2/3 du génocide avaient déjà été exécutés. Et puis je me promène ici dans Nyamata et quelqu'un vient de m'avertir qu'on a des enfants et qu'il n'y avait pas d'encadrement. Tout ça c'était vide. J'ai demandé à ce qu'on les mette là-bas. J'ai commencé à chanter avec eux. C'est là où je leur apprenais à chanter. C'est dans cette classe. Et puis, on est passé dans l'autre classe, quand ils sont devenus nombreux. Et puis, ça c'était la cour intérieure. Ils dormaient de l'autre côté. Les Inkotani avancent, les forces armées rwandaises reculent, les Interamwe pillent et traquent un à un les Tutsis qui ont réchappé au premier massacre. Village après village, les soldats de Kagame avancent sur les corps massacrés des leurs et tuent ceux qu'ils prennent sur le fait. Je me souviens, j'étais à Gitarama et à un certain moment, je suis tombé sur 5 corps dans une des rues de Gitarama. J'accompagnais des troupes du FPR. Ils avaient une particularité, c'est qu'ils avaient tous une balle au milieu du front. On a demandé qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce qu'ils ont une balle au milieu du front. Mais il dit ça, ce sont des gens qu'on a pris sur le fait. Effectivement, il y avait une petite haie, derrière la haie, il y avait des corps, il y avait des cadavres de femmes, enfants, etc. Donc il dit ceux-là, on les a pris sur le fait, on les a abattus. Bon, ce n'était pas une règle générale, mais ça arrivait. Ça dépendait en fait de qui commandait le détachement. Le 21 mai, la bataille de Kigali s'annonce et va s'avérer meurtrière pour les Inkotani comme pour les forces armées rwandaises. Paul Kagame choisit d'avancer par étapes pour protéger la vie de ses hommes, plus utile vivant pour remettre le pays sur les rails quelques mois plus tard que mort sur le champ d'une bataille dont l'issue ne fait plus de doute. Les villes sont prises une à une. Début juin 1994, les Inkotani délogent le gouvernement génocidaire qui fuit vers Gisenyi, à l'ouest, à la frontière du Zaïre. La France comprend que ses anciens protégés perdent la bataille. Sous couvert d'humanitaire, le 18 juin 1994, le président français lance l'opération Turquoise. C'est une question d'heure, déclare-t-il, alors que 75% des Tutsis sont déjà exterminés. Mais que vient donc faire de nouveau la France au Rwanda, alors que les Inkotani sont à quelques jours de prendre le pays ? L'intention des Français était de dénier au FPR toute légitimité. La légitimité sur les endroits que nous avions pris. S'ils avaient pu, ils nous auraient refusé la légitimité sur tout le pays. Nous avions des affirmations belliqueuses de la part du FPR. On va refouler les Français, c'était assez inquiétant. À partir du moment où la France a reçu le mandat de l'ONU, elle l'a mis en avant et elle a pris des contacts avec Kagame. Ça, c'était pas à mon niveau, c'était juste au moment du démarrage de l'opération où des gens sont allés le voir et lui ont dit on n'est pas là pour s'opposer à vous, en expliquant bien que la France ne voulait pas reconquérir le Rwanda ni s'opposer au FPR. Donc le problème, c'est que les militaires français, dont certains avaient déjà servi au Rwanda dans les années précédentes, ont été à nouveau projetés sur ce théâtre d'opération et au Rwanda, avec une donne qui changeait tout. Il fallait rester impartial. Quel sens donner à l'impartialité face à un génocide ? Impartialité contestée d'ailleurs par les Inkotani,
par de nombreux observateurs, mais aussi par quelques officiers français qui, depuis, témoignent d'une toute autre version des faits. Le capitaine qui commande la compagnie Légion me dit « Nous avons reçu l'ordre d'aller stopper le FPR par un coup d'arrêt, c'est le mot militaire pour dire une embuscade, à l'est de la forêt Nyungwe. À 6h du matin, les hélicoptères décollent. Et à ce moment-là, il y a un officier d'état-major qui met les bras en croix et qui nous dit « Stop! Stop !» Et les hélicoptères, retombent quasiment, parce qu'on a déjà le cul élevé, on est déjà en train de prendre l'altitude, sur la piste. Et on est agacé, parce qu'on est parti dans une opération comme ça. Et il faut imaginer le niveau de tension qu'il peut y avoir. Donc moi, le premier, je sors de l'hélico, j'attrape quasiment l'officier d'état-major pour lui dire « Mais c'est quoi cette histoire, quoi ? On part en opération, qui nous arrête ?» Et il nous annonce, avec beaucoup de calme, qu'on est le 1er juillet à 6h du matin. L'opération est annulée parce que on a trouvé un accord avec le FPR et que désormais, on protégera une zone humanitaire sûre. À Paris, les divisions sont multiples, à l'état-major des armées, mais aussi parmi les responsables politiques. Un conseil des ministres restreint, deux lignes divergent. D'un côté, le secrétaire général de l'Élysée Hubert Védrine et le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, soutenus par les faucons militaires, veulent contraindre Paul Kagame. De l'autre, le Premier ministre Édouard Balladur et celui de la Défense, François Léotard, réticents, veulent s'en tenir à une stricte opération humanitaire. Certains militaires voulaient la guerre. Et à l'intérieur du camp Chirac, il y avait des gens qui étaient d'accord pour ça. En disant, s'il y a la guerre, M. Balladur va en souffrir. Édouard Balladur décide alors d'une mission confidentielle. Deux émissaires, l'écrivain Jean-Christophe Ruffin et l'historien Gérard Prunier, partent pour le Rwanda rencontrer Paul Kagame. On est parti porter la bonne parole à M. Kagame en lui disant « Il y a chez nous des fous furieux qui vont essayer de se battre avec vous. Il y a chez vous d'autres fous furieux que ça dérangerait pas de se battre avec les Français. Alors essayons tous d'être un peu raisonnables et d'éviter ça. » Lors de cette rencontre, la zone humanitaire sûre est délimitée et une ligne satellitaire entre Paul Kagame et Paris permet d'apaiser momentanément la tension. Mais les Inkothanis tolèrent mal que la France retarde une victoire complète. Le bras de fer va trouver sa conclusion lors d'un épisode resté jusqu'ici discret. Mi-juillet, à quelques jours d'une victoire totale, les Inkothanis capturent 23 soldats du COS, l'élite de l'armée française, au moment où ils tentent de franchir leur ligne. On a capturé 23 soldats français. On les a encerclés. On les a utilisés pour marchander en disant « C'est notre pays. Nous allons entrer sur ce territoire, que vous le vouliez ou non. Si vous acceptez de nous laisser entrer, parce que c'est notre pays, notre terre, je n'ai aucun problème à laisser ces gens partir. Ce n'est pas que nous voulons leur sang. Nous voulons nos droits et notre terre. » Ça nous a aidé à résoudre le problème. En histoire, en politique, la bêtise se paye très cher. La faute des Français a été une extraordinaire accumulation de bêtises. Ils avaient un intérêt à la domination française sur le continent africain. Donc il fallait, eux, dans leur point de vue, c'était menacé par l'impérialisme anglo-saxon, puisque le FPR venait d'Ouganda et qu'on disait que c'était les Anglais qui avaient... Ce qui était complètement faux, les Anglais s'en foutaient complètement du FPR. Après avoir pris Kigali le 4 juillet, les Inkothanis s'emparent de l'ensemble du pays le 18 juillet. Ils sont peu, à peine plus de 12 000 soldats. Paul Kagame a 36 ans et doit gérer les conséquences d'une apocalypse qui n'a jamais eu d'équivalent par sa fulgurance. En 100 jours, 1 million de Tutsis massacrés, 250 000 femmes violées, 2 millions de Hutus embarqués à la frontière zaïroise par les forces génocidaires, à qui ils serviront de bouclier humain.
Partout, il y avait l'odeur de la mort, juste la mort. Chaque chose était plus ou moins morte. Même ceux qui étaient encore en vie, on voyait sur leur visage que c'était difficile de vivre avec ça. Il était difficile de savoir par où commencer. Il fallait commencer quelque part et reconstruire ce pays. On ne pouvait pas se permettre de laisser notre pays sombrer et périr. Le pays est vide. Plus d'essence, plus d'électricité, plus même un billet de banque. La diaspora Tutsi revient progressivement dans un pays qu'elle ne reconnaît plus, jonché de cadavres. Elle se réapproprie des maisons en ruine, abandonnées. Le gouvernement d'union nationale qui se met en place n'a que les apparats de la normalité. Paul Kagame occupe la fonction de ministre de la Défense et celle de vice-président. Porté provisoirement sur le devant de la scène, un haut cadre Hutu du FPR, Pasteur Bizimungu, est nommé président. Dans les faits, nul n'ignore que Paul Kagame, chef militaire victorieux, exerce la réalité du pouvoir. L'APR avait beaucoup de responsabilités. On avait pris le pays, il n'y avait ni police, ni gendarmerie, rien. Il n'y avait pas d'institution, pas même d'administration locale. Donc l'APR était responsable de presque tout. Dans des coins reculés du pays, des interamoués tuaient encore des gens. L'APR avait aussi la responsabilité d'arrêter ça. Donc l'APR était un peu stressé et débordé. Débordés, les Inkotani peinent à rétablir la discipline, à commencer par eux-mêmes. Les officiers Inkotani commettent des actes de violence sur des populations civiles. Des soldats armés viennent venger leurs familles. Certains officiers Inkotani semblent devenus, dans l'odeur de mort qui règne, incontrôlables. Paul Kagame tente d'endiguer cette dynamique de la vengeance et fait emprisonner plusieurs centaines de ses hommes, en tue aussi, pour l'exemple. Paul Kagame va jouer d'un instrument politique redoutable et à double tranchant, la terreur. Une question cependant demeure, sujette au vertige des contradictions du pouvoir. Avait-il le choix ? C'est une question très compliquée. Vous savez, ici, il n'y a rien qui soit absolu. Je savais, et tout le monde savait, que même avec un grand sens de la discipline, certaines choses allaient se passer, et elles se sont passées. Nous sommes des êtres humains. Chacun d'entre nous a des limites. Je ne peux pas expliquer pourquoi une telle discipline a permis au pays de se reconstruire, sans que les gens décident de faire la loi eux-mêmes. Et ils avaient les armes pour le faire. Oui, ils avaient les armes pour le faire. C'est pourquoi aujourd'hui encore, on trouve ce genre de situation écœurante, où le reste du monde, qui était lui-même désorienté, parle des tueries du FPR. Les tueries du FPR, où ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ça aurait pu être 1000 fois pire que ce qu'ils ont en tête. Le 22 avril 1995, des interamoués infiltrés dans le dernier camp de réfugiés sur le sol rwandais, à Kibeho, attaquent des soldats Inkotani sous le regard des soldats de l'ONU. La riposte ne donne pas dans la demi-mesure. Le camp est démantelé dans le sang. Il y a près de 4000 victimes. Beaucoup meurent écrasés dans la panique. Des pressions de la part de Kigali s'exerçaient pour que ce camp soit dispersé et que les gens rentrent dans leurs collines, dans leurs maisons. Cette pression se termine par un véritable massacre
J'y vois un mélange de deux choses, des violences spontanées, compréhensibles, et une stratégie de terreur. Il y a inévitablement, après une telle débauche de violence, des règlements de compte, des vengeances personnelles, des soldats qui viennent solder les comptes d'une famille qui a été massacrée. Bon, tout ça fait malheureusement partie des suites immédiates des guerres. Elles ne se terminent pas le jour où la victoire d'un camp est assurée. La violence ne se résorbe pas si facilement que cela. Je vous dis qu'il faut les situer dans une perspective. Comment est-ce qu'elles étaient ces exactions au mois de juillet? Comment ces exactions étaient avant cela? Qu'est-ce qu'elles étaient au mois de décembre? Que sont-elles aujourd'hui? C'est ça le problème. Il faudrait aussi se rendre compte de gros efforts qui ont été faits pour en fait maîtriser tous ces problèmes. Des efforts suffisants? Je dis de gros efforts. Les efforts ne sont jamais suffisants. Peut-être devrais-je commencer par expliquer comment les phares et les Interahamwe avaient décidé de quitter Kigali, en emportant avec eux tout l'équipement militaire, les véhicules et en emmenant la population. Il s'agissait pour l'ancien régime de tenter de vider le pays, de laisser au FPR la possibilité de régner sur des broussailles et des cailloux. Lequel pays vide serait, dans leur propos stratégiques, rempli à nouveau lorsque l'attaque victorieuse, la contre-attaque victorieuse se produirait. Une fois, je suis parti avec Kagame, président Kagame. Nous avons parcouru l'Europe pour dire, mais ces gens-là qui sont là-bas, ils viennent tuer des gens au Rwanda et retournent au Congo. Et qu'est-ce que vous faites? La même chose. Le même discours vide, creux et des promesses non réalisables. Ils n'ont rien fait. Et je savais qu'ils ne feraient rien. Je leur disais, il y a des camps de l'autre côté au Congo, où il y a des armes. Où sur Terre voit-on des camps de réfugiés pareils? Quand vous y apportez de l'aide humanitaire, vous aidez les milices et les groupes armés qui se sont juste déplacés de l'autre côté de la frontière. Pendant 2 ans, nous avons supplié Mobutu. De grâce, désarmer ces gens et éloigner l'aide de la frontière. Mais il ne voulait rien faire. Donc, quand Kabila est venu me voir, je lui ai dit « Je n'ai pas de problème avec Mobutu, donc je ne peux pas t'aider. Mais je connais quelqu'un qui a des problèmes avec Mobutu. C'est le vice-président Paul Kagame. » Laurent Désiré Kabila devient la couverture zaïroise dont Paul Kagame a besoin et le place à la tête d'une rébellion, la FDL. En réalité, c'est James Kabarebe, l'homme de confiance de Paul Kagame, qui mènera la guerre. Ma première rencontre avec Laurent Désiré Kabila a eu lieu là, dans ce camp militaire. Il m'impressionnait beaucoup. Il avait combattu Mobutu dans les années 60 avec Che Guevara. J'avais lu un livre de Che Guevara. C'était l'homme qu'il fallait. Yoweri Museveni, en Ouganda, soutient diplomatiquement Paul Kagame et envoie des armes aussi. Les Américains appuient l'initiative et les Français, eux, Mobutu. La première guerre continentale africaine commence. La première étape va être la destruction des camps de réfugiés Hutus. Les Incontagnis ont attaqué, ils ont laissé ouvert l'espace Goma qui donne passage à la frontière rwandaise et ainsi entrer au Rwanda. Eh bien, la population qui a pu rentrer est rentrée, les militaires eux qui se battaient, eh bien, il y en a qui sont rentrés au Rwanda, mais le gros a pris la direction de l'intérieur du Congo.
Les camps sont démantelés, et 2 ans après l'exil, près de 90% des réfugiés Hutus au Zaïre rentrent sur les collines rwandaises. Aucun pays ne peut accepter d'être attaqué à partir de ses frontières. Tout pays réagit comme cela, Kagame comme un autre. Parce que la menace était réelle. Ensuite, quand ces camps ont été dispersés, que la fuite a commencé vers l'ouest, donc à partir de la fin de l'année 96, là, la traque prend l'allure d'une chasse à l'homme, impitoyable, ne faisant absolument aucun quartier. Donc ça a été un véritable massacre, et des équipes de MSF, de la Croix-Rouge, du HCR, ont été utilisées pour localiser les réfugiés, et une fois ceux-ci localisés, la logistique d'ailleurs de l'aide était utilisée, par exemple, pour creuser des fosses à l'intérieur desquelles les cadavres de tous ceux qui avaient été abattus étaient ensuite enfouis. Sur fond de désastres humanitaires, les hommes de Laurent-Désiré Kabila et de James Kabarebe progressent à travers les vastes espaces du Zaïre. En 6 mois seulement, Kinshasa, la capitale, est à portée d'armes. Les anciens génocidaires sont repoussés ou liquidés, parfois avec les civils zaïrois en fuite qui leur servent de bouclier. Les troupes de Laurent Kabila ont atteint leur objectif, ils occupent la capitale du Zaïre. La dernière page du moboutisme se tourne, Kinshasa est tombée. Ces troupes de l'Alliance qui sont rentrées de façon tout à fait pacifique, comme vous pouvez le voir sur ces images, dans le centre même de la ville. Vous remarquez que si les gens sont exubérants, les troupes de l'Alliance restent bien disciplinées, ils ont le visage fermé. Vous êtes content d'être arrivé? I speak not. What do you speak? Not. En prenant Kinshasa, James Kabarebe met fin aux 30 années de règne de Mobutu. Laurent-Désiré Kabila prend, comme convenu, le pouvoir. La suite est un désastre. Le Zaïre, aussitôt rebaptisé République démocratique du Congo, est en lambeaux, mais suscite toutes les convoitises. Il ne faut pas 1 an pour que la situation politique s'envenime. Kabila reproche aux Inkotani de mettre la main sur les richesses du pays et menace brutalement les Tutsis présents sur le territoire. James Kabarebe retourne alors au Rwanda, qui en ce début 1998 fait face au dernier combat dans ses collines. Non loin du lac Kivu, les anciens génocidaires et militaires Hutus qui ont réchappé à la guerre du Zaïre entreprennent une ultime attaque en s'infiltrant dans la population. À leur tête, le général Paul Rwarakabije. Les militaires rwandais qui avaient accompagné Kabila, certains d'entre eux vont retourner au pays pour se battre contre nous au pays. C'est comme ça que nous avons procédé à l'infiltration de nos militaires. On envoyait, pas semaine, je vous dis, par semaine on envoyait 50. À la fois ils partaient pendant la nuit, ils arrivaient au Rwanda pendant la nuit. Lorsque les gens ont été nombreux à l'intérieur du pays, les nouvelles forces du pays l'ont remarqué, eh bien les combats ont commencé à être intenses. Ces groupes persistent. Leurs intentions n'ont pas changé. Ils sont armés et veulent utiliser leurs armes. Nous sommes déterminés à les combattre. Notre rôle est de débarrasser le pays de ces groupes qui ont probablement commis le génocide et qui continuent à faire la même chose. Certains disaient, maintenant le terrain, continuons à nous battre. Et notre parti, nous avons beaucoup perdu, les gens, eh bien, retournons au Congo pour nous réorganiser. Et moi, comme responsable, j'ai opté pour cette deuxième solution. Le général Rwarakabije et ses hommes perdent la guerre des infiltrés et,
contraints de retourner dans l'est du Congo, prennent le nom de FDLR. Les massacres que cette milice provoque ensuite, et le soutien que Laurent Désiré Kabila leur apporte désormais contre Paul Kagame, servent de prétexte à une seconde guerre du Congo qui impliquera 7 pays. La tragédie est que 20 ans après, l'est du Congo reste toujours, sous le regard d'une force de l'ONU atone et impuissante, la victime d'une guerre des richesses qui se joue par milices interposées. Il n'y a pas d'espoir dans un génocide. Rien de bon ne peut en jaillir. La terreur mise en place au lendemain du génocide serait restée bien vaine si elle ne s'était accompagnée d'un processus de réconciliation aussi inédit que monumental, tant le nombre de personnes impliquées échappe au pouvoir de l'imagination. Je ne pense pas que la peine de mort soit une solution. On a perdu tant de gens, plus d'1 million de personnes. Je ne pense pas que tuer ceux qui ont tant tué nous apportera la solution. Vraiment, on tuerait jusqu'à l'épuisement, même dans la légalité. On les condamnerait à la peine de mort, mais on ne pourrait pas l'appliquer. Donc pourquoi l'avoir? Chaque Rwandais, s'il était Hutu, si même il n'avait pas commis le génocide, mais il avait parmi les cousins et les autres des gens qui ont commis le génocide. S'il était Tutsi, c'était la même chose. Même s'il n'était pas victime du génocide, s'il venait de l'extérieur, par exemple, il avait des cousins, des cousines qui avaient été péris, qui avaient péri dans le génocide. Donc le génocide même avait vraiment touché chaque Rwandais. Tito Rutaremara est à l'œuvre pour lancer ce qui va s'avérer être le plus grand procès de l'histoire, les tribunaux Gacaca. Près de 2 millions de personnes sont jugées, la moitié condamnées par des juges citoyens. Le principe, ni impunité, ni vengeance. Les condamnés reconnus coupables d'actes de génocide, mais comme simples exécutants, écopent d'une peine d'environ 7 ans. C'était une vraie justice, car dans un génocide, il y a ceux qui sont les cerveaux, qui l'ont planifié et se sont assurés d'entraîner les autres avec eux. Puis, il y a un autre niveau, les gens qui ont été amenés à le faire et l'ont fait. Même dans les cas les moins graves, les gens doivent rendre des comptes, mais à la hauteur de leur niveau de responsabilité. yaragowe kubona ese icyo gihe nabura nsoreze nawe icyo gihe ko wari umubonye ari inshuti yawe iyo umushyira ahantu noneho ejo akazarenza umunsi ubwo amagambo nayo mbega nta n'ikindi nongera kuvuga. Je peux comprendre que les victimes disent « Vous ne faites pas assez pour moi. En termes de justice, vous n'en faites pas assez. Comment est-ce possible que ceux qui ont tué ma famille, je les vois vivants devant moi ?» J'ai de la sympathie pour ça, je le comprends parfaitement. Ce que nous faisons engage notre avenir à tous, car nous devons avoir un avenir. Malgré les critiques et les règlements de compte, Gacaca permet d'écrire l'histoire du génocide, colline par colline, famille par famille. Il n'y a pas de pardon possible pour les rescapés, et pas de demande de pardon non plus de la part des bourreaux. Parallèlement, les Inkotani réintègrent une partie des anciennes forces d'Abiyarimana dans les rangs d'une nouvelle armée nationale. En 2003, la reddition du général Paul Rwarakabije marque un tournant décisif et irréversible.
Le général Kabarebe, qui était chef d'état-major général des forces, eh bien, on s'est entretenu. Eh bien, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, lorsque il y a des affrontements, nous affrontons. Nous sommes les Rwandais, ce sont les Rwandais qui meurent. Quel est notre intérêt? Il m'a expliqué la situation telle qu'elle était. Je posais des questions. Je disais, vous faites ceci, vous faites cela. Il expliquait les Rwandais en détail. Pour les instigateurs du génocide, l'avenir apparaît de manière moins clémente. Exilés dans de nombreux pays à travers le monde, la plupart finissent par être attrapés puis jugés, tel le colonel Théoneste Bagosora et l'ancien Premier ministre Jean Kambanda. Les idéologues extrémistes hutus ne sont qu'une minorité. Dès novembre 1994, s'ouvre à Arusha, en Tanzanie, le tribunal pénal international pour le Rwanda. 86 cerveaux du génocide arrêtés, 70 condamnés, la plupart à perpétuité. Monsieur Jean Kambanda, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable. La France, de son côté, mise en cause dans son rôle auprès des génocidaires, lance une enquête à charge contre Kagame. À la manœuvre, le juge Bruguière. Le juge Bruguière s'est fait une réputation sur l'antiterrorisme. C'est un magistrat qui a toujours travaillé pour les intérêts de l'État français. Il va chercher à accréditer une hypothèse. Il ne va travailler que dans ce sens-là. Il va publier un rapport d'instruction qui est, lorsqu'on le lit, c'est simplement hallucinant. Je l'ai lu, c'est digne, comment dire, d'un médiocre élève de 3e. Il n'y a rien dedans. Il va incriminer un certain nombre de responsables de Kigali, et donc il va provoquer une crise entre la France et le Rwanda. Et cette crise, de fait, arrange beaucoup de gens. Parce que les génocidaires ont été soutenus par le gouvernement français militairement, et c'est une façon de se décharger de cette histoire. Et ça signifie quoi? Que 2 grands pays démocratiques d'Europe vont jusqu'à instrumentaliser leur justice, à la ridiculiser même, tu vois, comme si c'était des républiques bananières ou betteravières, je ne sais pas comment dire, tu vois. Et c'est ça que ça signifie, pour rendre les victimes d'un génocide responsables de leur propre extermination. C'est d'une gravité extraordinaire. 9 mandats d'arrêt sont émis contre des proches de Paul Kagame, dont James Kabarebe. Paul Kagame réagit et, fait rare, un pays africain rompt tout rapport diplomatique avec la France. La crise est à son comble. Il faut attendre 2009 et le successeur du juge Bruguière, le juge Marc Trévidic, qui contredit une majeure partie de l'enquête de son prédécesseur, pour que Kigali renoue ses rapports diplomatiques avec l'Hexagone. Sourire et protocole élyséen, Paul Kagame, président du Rwanda, refuse avec obstination de s'attarder sur la tumultueuse histoire franco-rwandaise. La visite est dénoncée ou boudée par d'anciens responsables de l'armée et de nombreux hommes politiques. L'entreprise de falsification de l'histoire, qui est régulièrement développée par le régime de Kigali, est à la fois mensongère et insultante pour la France. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé à ce sujet. Je ne vais pas revenir sur le fond. Ouais. On va y arriver. Non, il y a pas, tu sais, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rien, il n'y a rien. Nous avons gagné. Et nous n'en voulons à personne. De toute façon, tu sais, tu pouvais en vouloir à qui? À qui? Non. C'est un enchaînement de trucs. C'est un système de domination qui crée ces choses. Nous y sommes aussi pour beaucoup, les Rwandais. Évidemment, d'ailleurs, c'est la première chose, c'est nous sommes les premiers responsables de ça. Nous tous, tu vois. Nyarubouye, 22 ans après les massacres. L'excavation des corps témoigne de l'importance accordée à l'absence.
dernière trace visible d'un génocide qui a eu lieu une génération plus tôt. L'effet paradoxal du génocide, c'est que plus le temps passe, moins on oublie, et que seul le silence des collines rappelle l'absence assourdissante des morts. Tenter de définir le Rwanda contemporain est un exercice périlleux, tant les paradoxes résistent aux conclusions hâtives. Les scores électoraux sans partage, avec lesquels Paul Kagame se fait réélire depuis son accession à la présidence en 2000, son autoritarisme dans la conduite des affaires de l'État, peu conforme aux standards occidentaux, ne contredisent pourtant pas une réelle popularité dont il bénéficie, garant d'une sécurité et d'une stabilité qui a longtemps fait défaut au pays. Gouffre criant de développement entre une Kigali reine de beauté et la pauvreté des collines, ne saurait dissimuler le fait que depuis 15 ans, la pauvreté a été réduite d'un tiers et que chaque enfant rwandais qui naît aujourd'hui a accès à la santé et à l'éducation. À ceux qui protestent qu'une minorité Tutsi impose son autorité sur une majorité Hutu, d'autres répliquent que le Rwanda prépare l'ère de l'après-ethnisme, où Hutu, Tutsi et Twa sont avant tout Rwandais et égaux devant la loi, et dans la reconstruction de leur pays. Un équilibre fragile tant les démons de la division veillent. Le principal problème de sécurité pour le Rwanda, c'est l'idéologie génocidaire qui s'est répandue au-delà du Rwanda, dans la région et dans la communauté internationale. Tout ce qui s'oppose au Rwanda est défini par cette idéologie génocidaire. Cette idéologie reste donc une menace. C'est une guerre que nous devrons mener longtemps. Pour Kigali, l'ethnisme reste la ligne blanche ou rouge à ne pas franchir. Et ceux qui ne le comprennent pas, ou font semblant de ne pas le comprendre, en payent un lourd tribut. Victoire Ingabire, proche des milieux Hutus radicaux, a été condamnée à 15 ans de prison pour avoir ravivé la question ethnique face à Paul Kagame lors des précédentes élections présidentielles. Les ethnies, ça n'a rien à faire dans l'espace public. Il n'y a aucun débat démocratique qui accepte le racisme. Le racisme, c'est un délit. Ce n'est pas une opinion. Et on sait, nous, ce que ça nous a coûté. Et maintenant, les gens viennent de l'extérieur. Ils étaient ici, ils étaient soi-disant venus pour empêcher que ça se passe. Les premières machettes, ils foutent le camp, ils partent. Nous nous arrangeons pour ne pas devenir un État failli. Nous stoppons cette histoire-là. Nous faisons une réconciliation. Et après, on vient nous dire « Ah non, non, il n'y a pas d'espace politique ». Et cet espace politique auquel ils pensent, c'est
Ils lui reprochent quoi? De ne pas contenir les mêmes trucs avec lesquels ils ont détruit notre pays. Quand le FPR prend le pouvoir, son premier effort, c'est de rétablir la discipline. Et les médias sont considérés, parfois à juste titre, comme des semeurs de troubles. Et donc, on les surveille de très près. ntabwo hano dushobora kuvuga ngo naka azavugira naka azavugira kimwe na naka. Komite uhagarariye komite y'ababyeyi naza azavuga mu nyungu z'ikigo ntabwo azajya ku ruhande rw'abaturage bafite abana biga mu ishuri. Ngiye mu Rwanda numvaga bafata nk'umuturage usanzwe ufite umwana wiga mu ishuri runaka aho kugira ngo bafate umuyobozi ushinzwe komite y'ababyeyi. 21 ans après, la marge de manœuvre pour les médias n'est pas énorme. Il n'y a pas que le régime ou le pouvoir qui contrôle les médias, il y a aussi le journaliste rwandais qui se rappelle de ce qui s'est passé, qui sait que les médias n'ont pas tué directement, mais ont encouragé des tueries, et qui s'autocensure au plus haut degré. Paul Kagame est un chef d'État aux méthodes singulières, qui donne à ses concitoyens l'impression de diriger son pays comme une entreprise qui n'a pas le droit à l'erreur. Pour les autorités actuelles, l'ascenseur social semble être le moyen d'assurer la paix pour les générations suivantes. Paul Kagame continue de tenir le pays d'une main de fer et tranche seul. Le débat se fait dans un consensus discret. Le moment politique le plus visible reste l'Umushikirano, dialogue national annuel où les citoyens font part 2 jours durant des progrès, de leurs attentes ou de leurs critiques sur la gouvernance. Les ministres, tous les corps de l'État et du privé sont présents, sous l'arbitrage de Paul Kagame. Certains y jouent parfois leur carrière. Kugeza ukwezi kwa 12 izo buruse zatanzwe ahubwo nuko ngira ngo bimwe byakozwe muri iyi minsi ya vuba nk'itatu ishize nizera ko ayo mafaranga yagombye arimo kugenda agera ku banyeshuri. N'ubu turacyasubira mu BRD aravuga ngo amafaranga ntamugeraho, ubu n'ubwo ko hari ikibazo cyo kumugeraho. Deni bazagira batya, ubu n'uvuga ko nabyo bitarakorwa. Turacyari ku kibazo kitarakemuka. Minisiteri y'uburezi dusobanurire hagati ya Minisiteri y'uburezi na Minisiteri ushinzwe y'imari hanyuma na BRD n'abari bo badusobanurira kuko nizi rimwe ntabwo ndasobanukirwa ukuntu ikibazo cyakemutse cyangwa kiriho gikemuka. nta nubwo mutubwira ngo amafaranga yarabuze. Ikibazo dufite ni ukuyageza aho akwiriye kubagera. Ubu byananirana bite bikamara amezi angahe bikamara imyaka abantu bari aho biga ukuntu amafaranga azava aho ari akagera aho agomba kubageza. Byashoboka bite kigahora ari ikibazo. Turamutangira kugira Fin 2015, le référendum qui sollicite Paul Kagame pour un 3e mandat contre, paraît-il, l'avis du principal intéressé, lui vaut les foudres de la communauté internationale. Officiellement, 98,2% des Rwandais sollicitent de nouveau Paul Kagame. En réalité, le pouvoir à Kigali ne veut pas se permettre la moindre crise en interne qui l'affaiblirait. À un moment où le Burundi voisin s'embrase et revit l'enfer des massacres ethniques, et où le vaste Congo vacille et menace de chuter dans des violences civiles. Le Rwanda apparaît comme un fragile havre de stabilité. Mais pour combien de temps ?
Mr. President, my name is Kenneth Agutamba. I write for the New Times. It's an honor to be here. To the Rwandans who voted overwhelmingly to remove constitutional term limits, what's your message to them? And to the critics abroad, what's your answer to them? Thank you very much. Like I was reading, I think, was it Time magazine or something, and had written that the majority of Rwandans have chosen a dictatorship. I think that is giving dictatorship a good name. Probably they are making that mistake without knowing that they are making a mistake. Because if a dictatorship means, one, the choice of people, two, if a dictatorship produces some of the things we had earlier that I repeated, it's about security, safety, stability, it's about women empowerment, it's about people living together where the past has been terrible and different. It's about progress being made. People can feed themselves, they have food security. La question qui se pose aux Rwandais n'est pas seulement de penser l'après-Kagame, mais comment se projeter dans un avenir aux contours plus larges. Aux quatre coins du globe, Paul Kagame défend sa vision de l'Afrique, renouvelant ainsi l'idée du panafricanisme émergent un demi-siècle plus tôt, et dont les maîtres mots sont indépendance culturelle, politique et énergétique. À l'image de ces derniers samedis du mois, où les Rwandais participent à des travaux communautaires obligatoires, ciment d'une citoyenneté qui se construit patiemment par le travail. Si on regarde au plan mondial, l'Afrique a toujours la mauvaise part en toutes choses, au niveau politique, social, économique, etc. La question est pourquoi ? Pour moi, le panafricanisme devrait se construire en n'acceptant pas, en rejetant ce sentiment de supériorité qui existe partout dans le monde. L'idée que certains peuples sont supérieurs aux autres et que l'Afrique est toujours en bas de cette hiérarchie. Le panafricanisme a beaucoup de sens pour moi. L'idée que nous soyons une entité unique et unifiée. Dans le monde tel qu'il est, avec le panafricanisme, l'Afrique serait mieux lotie, vu la manière dont elle a été maltraitée et gérée, tant de l'extérieur que de l'intérieur. De l'intérieur, c'est un problème que nous devons résoudre nous-mêmes, pour ensuite nous attaquer à cette mauvaise gestion depuis l'extérieur. Je ne trancherai pas les paradoxes qu'offre le Rwanda au regard de l'observateur étranger. Je ne suis pas celui qui a perdu sa famille un mois d'avril 1994, sommé de vivre à quelques mètres du bourreau des siens, sur l'autel d'une réconciliation aussi forcée qu'inévitable. Je ne suis pas celui qui a massacré son voisin, son élève, son ami, pour quelques vaches à manger ou par idéologie. Je ne suis pas celui qui a appelé au meurtre ou à la résistance. Je ne suis pas celui qui est mort sous le fer tranchant. Je ne suis pas le juste qui a refusé de porter la machette pour tuer, héros anonyme de l'histoire.
Je ne suis pas le soldat Nkotani qui a risqué sa vie à 20 ans pour partir combattre en 1990. Je ne suis pas chef de l'État rwandais, garant d'une unité nationale qui a failli plus que nulle part ailleurs. Je suis celui qui, le temps d'un film, a pu poser son regard sur ce que le Rwanda a de profondément singulier, ses parts à la fois indivisibles et antagoniques des êtres et des destinées. La résilience ne signifie pas qu'un corps est guéri, mais en voie de guérison. Et dans ce Rwanda contemporain, la seule chose dont on voudrait encore être certain, c'est de la volonté de ses habitants de se montrer exemplaires pour eux-mêmes, pour conjurer les fantômes du passé.